Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. En raison d'un impératif personnel, le chocolatier-pâtissier Christophe Roussel, lauréat au prix Star et Métier, ne pourra malheureusement pas être présent dans nos studios ce matin. Il prie les auditeurs de Sun Business de bien vouloir l'excuser pour ce désagrément, mais cela n'est que partie remise puisqu'il viendra nous rendre visite dans le courant du mois de janvier, c'est promis. Ce mardi 4 novembre, j'ai le plaisir d'accueillir un entrepreneur pas comme les autres. Éducateur sportif depuis plus de 20 ans et anticonformiste, c'est comme cela qu'il se définit, il nous expliquera. C'est sur le tard et après un cycle d'études à l'Université de Nantes en master en management des organisations qu'il décide de créer son entreprise de commercialisation de matériel éducatif de motricité. Quelques mois après seulement, il remporte la médaille d'or au concours Lépine avec son invention, le Nomad Stadium. Franck Herbert, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation à Sun Business. Merci Clément pour cette invitation. Alors, première question très directe, Franck. Pour devenir le jeune entrepreneur que vous êtes, ça n'a pas été difficile de se remettre aux études tardivement. Quelles ont été vos motivations pour vous rasseoir sur les bancs de l'université ? Alors la motivation venait en fait d'un désir de passer à autre chose. À l'époque, j'étais chef de projet chez EDF. Et je m'occupais de très très gros projets photovoltaïques et en l'occurrence là le marché, ce qui s'est confirmé après, était en train de disparaître et il a complètement disparu. Donc ça a été pour moi l'occasion en réalité de me remettre en question et de faire une pause professionnelle pour justement réfléchir à l'après. Et à l'occasion de ce cycle d'études, donc à l'IAE de Nantes, dans un master en management des organisations, option innovation et entrepreneuriat, donc il y a un petit peu de suite dans les idées. C'est là que le projet Nomad Stadium est né et tout est parti de là en fait, tout est parti de ce cycle d'études. Alors votre aventure entrepreneuriale, elle est partie, on va le dire, d'une invention et d'un constat très simple, en fait une problématique identifiée, que vous aviez identifiée sur le marché du matériel éducatif de motricité et une problématique à laquelle vous étiez confronté en tant que professionnel ou en tout cas en tant qu'éducateur sportif. Racontez-nous. Alors, il y a évidemment un lien très fort entre ce que j'ai été, parce que j'ai été avant de faire un petit bout de carrière dans le domaine des énergies renouvelables, j'ai été pendant presque une vingtaine d'années éducateur sportif. Donc je connaissais bien le marché du matériel justement pour les éducateurs et autres, enfin pour tous ceux qui encadrent des enfants, que ce soit dans le domaine du sport ou dans le domaine du jeu. Et c'est vrai qu'il y avait un vrai manque de matériel à la fois pratique, de bonne qualité pour une utilisation quotidienne. Il existe des choses aujourd'hui clairement sur ces marchés-là, mais qui sont souvent conçus pour les particuliers et qui sont souvent de très mauvaise qualité. Il faut l'avouer. Et donc, on s'est dit qu'on avait notre mot à dire sur ce marché-là et qu'il y avait vraiment beaucoup de choses à créer. Parce que votre observation, c'est que les professionnels de l'éducation sportive ont tendance à se tourner effectivement vers du matériel plutôt peu coûteux, mais qui est très fragile et peu pratique. Alors ils se plaignent régulièrement de la faible durée de vie de ces produits, et votre conviction, in fine, c'est que le bon marché peut finir par coûter cher. Le bon marché coûte très cher, tant sur le plan social que sur le plan de l'usage lui-même du matériel. C'est forcément mal acheté que d'acheter du matériel de mauvaise qualité, puisqu'il ne dure pas de toute manière. Donc nous faisons le pari que de plus en plus d'acheteurs vont revenir à des choses de très bonne facture et dont la durée de vie n'est pas conçu pour de l'obsolescence programmée. On y reviendra. En termes d'innovation d'usage, pour le Nomad Stadium notamment, quelle est la rupture par rapport à l'existant? Est-ce qu'on peut considérer que vous avez, Franck Herbert, réellement inventé la première console de jeu en plein air au niveau mondial?
Je le pense très sincèrement. Essayez de trouver aujourd'hui sur le marché une structure, un matériel qui vous permet de faire une dizaine de jeux sportifs distincts. Vous allez chercher longtemps, vous n'allez pas le trouver à ce jour. Voilà. Et il fallait donc le cahier des charges qu'on s'était imposé, c'était que nous voulions un matériel qui soit extrêmement facile à utiliser, parce que si on l'utilise au quotidien, qu'il faut le déplacer, il faut le déployer, il faut, en fonction de l'activité que vous avez choisie, il faut pouvoir passer d'une activité à une autre assez aisément. Et on s'est imposé aussi le caractère réparable du matériel, puisqu'on voulait vraiment se positionner sur quelque chose d'extrêmement durable. Cette invention, elle est née d'une rencontre avec un artisan. C'est une rencontre entre un éducateur sportif et un artisan miroitier, si je ne me trompe pas. Voilà, l'homme providentiel de ce projet. Hein, Nomad Stadium n'existerait pas s'il n'était pas là. Il n'existerait pas également si je n'étais pas là, parce qu'il se nourrit vraiment de nos deux histoires, de nos deux compétences, mais c'est vrai qu'il a apporté sa vision technique, et sans cette vision technique, il aurait été difficile pour moi de concevoir ce matériel tout seul. Donc il s'est également substitué aux banques, parce qu'on va sûrement en parler, notamment en finançant la totalité des outillages qui ont eux-mêmes été fabriqués sur le territoire des Pays de Loire. Donc c'est votre associé aujourd'hui encore Alors c'est mon associé, c'est quelqu'un aujourd'hui qui est à la retraite, qui souhaite pas spécialement redevenir un entrepreneur. Donc l'entrepreneur et le porteur de projet, ça reste aujourd'hui Franck Herbert. Il a un regard, on va dire, bienveillant et très proche évidemment du projet. Maintenant, c'est en quelque sorte un petit peu un cadeau parfois un peu empoisonné, mais un cadeau qu'il m'a fait, quoi. C'est une rencontre extraordinaire. Voilà. Comment il s'appelle? On peut citer son nom? Alors son nom, c'est Jean-Claude Provost. Très bien. Quelles ont été les conséquences de votre récompense au concours Lépine en mai 2013 sur le développement de votre business? Alors, il est évident que ça nous a donné une légitimité qu'on avait beaucoup de mal à faire savoir et à faire comprendre avant. Et puis, il est évident qu'en termes de communication, et si on parle de marketing, en termes de communication en tout cas, c'est quand même quelque chose qui nous permet d'ouvrir certaines portes qu'on avait du mal à ouvrir avant la médaille d'or. Je voudrais qu'on parle des sous-traitants aussi. C'est quelque chose qui est évidemment très très important dans votre credo et la conviction qu'on peut relocaliser en tout cas la production et travailler avec un écosystème et des parties prenantes au niveau local. Qui sont vos sous-traitants avec qui vous travaillez aujourd'hui? Alors il y a deux sous-traitants historiques. Le sous-traitant historique principal qui est la société ATMI aux Sorinières, et la famille, j'en profite pour les saluer, la famille Essayed, qui ont été eux également très compréhensifs et qui sont impliqués finalement avec nous dans ce projet. Et puis un deuxième sous-traitant qui est la société Pégaplast, qui se trouve à Villiers-Charlemagne, en Mayenne. Je dis pas de bêtises, ou dans la Sarthe, pardon, autant pour moi. Non, en Mayenne, pardon. Et puis un troisième sous-traitant qui est un fabricant de filets, et Dieu sait s'il n'y en a plus beaucoup en France, qui est un fabricant de filets de Haute-Normandie, dont le nom m'échappe. C'est en Seine-Maritime, en tout cas, que ça se passe. C'est en Seine-Maritime, oui, tout à fait. Et voilà, bon, qui lui a été un peu plus lointain par rapport au projet. Mais les deux principaux sous-traitants sont de sociétés localement, des petits partenaires forcément, parce que étant petit, il vaut mieux. On n'a pas voix au chapitre de toute façon avec les très grosses structures, mais voilà, on leur doit beaucoup aussi également dans ce projet. Et il est hors de question que nous les laissions au bord du chemin. Il serait très facile pour nous de prendre nos outillages et de les emmener très loin. Et peut-être, en effet, d'avoir des prix de vente qui seraient un peu plus bas, mais voilà, c'est pas notre conviction, c'est pas notre projet, et c'est hors de question, tout simplement. Vous étiez en négociation avec un distributeur d'articles de sport au niveau international qui revendiquait d'ailleurs un contrat de co-branding sur la base d'une licence exclusive au plan national et même au niveau européen. Vous en êtes où aujourd'hui avec ce distributeur? Aujourd'hui, il n'y a plus de négociation, tout simplement. On n'a absolument pas voulu
que notre matériel soit fabriqué ailleurs que chez nous, et c'est la seule et unique raison qui finit par faire capoter ce genre de négociations. C'est vrai que à l'issue du concours Lépine, ce sont eux qui étaient venus nous chercher, et on avait une seule revendication, c'était celle-là. Voilà, mais c'est tout à fait dans l'ADN de toute façon de la distribution générale aujourd'hui. On ne vous parle que de bas prix. Et on ne veut développer que des produits qui viennent des pays à bas coût, et voilà, parce que vous battez, des pays qui font du dumping social. Bien sûr, il faut que nos auditeurs comprennent bien que vous battez pour défendre la fabrication de produits sur le Grand Ouest, en tout cas en France. Résultat, c'est que votre pugnacité vous ferme les portes de la diffusion pour les canaux traditionnels, qui vous conseillent effectivement plus d'aller vous fournir au Bangladesh ou en Chine pour réduire vos coûts de production. C'est ça la réalité? C'est exactement ça. Et encore une fois, la seule et unique raison qui a fait échouer cette négociation, c'est notre acharnement. Mais il y a un autre distributeur qui nous avait contactés. À partir du moment où nous avons dit que nous fabriquions ici, là par contre ça a duré 30 secondes. Le coup de fil a duré 30 secondes. À partir du moment où j'ai dit qu'on fabriquait en Pays de Loire, l'acheteur national nous a dit « Eh bien messieurs, nous n'allons pas travailler ensemble. Merci, au revoir ». Donc c'est le modèle dominant général. Ce serait mentir que de dire le contraire. Et je pense que ça fait énormément de dégâts, parce que c'est un modèle qui est en train de détruire totalement notre tissu socio-économique. Et je pense que le protectionnisme est sûrement quelque chose de dangereux, mais l'excès inverse, pour moi, l'est tout autant. Et je pense qu'il y a sûrement un peu de régulation à mettre dans tout ça. Ce qui permettrait sûrement de recréer beaucoup d'emplois industriels dans notre beau pays. Je vais reposer la question. Il s'agit d'Oxylane qui vous a approché? Alors je ne donnerai pas de nom. Je ne donnerai pas de nom. Je préfère me taire à ce niveau-là. Alors, pour les 2 minutes qui nous restent, et c'est important, vous avez fait appel à Ulule. Là, en ce moment, vous avez fait appel à Ulule. Pourquoi le choix de cette plateforme? Parce qu'il faut soutenir, et là, vous faites appel évidemment au grand public, donc sur un système crowdfunding. Et puis, sur quel volume financier vous vous êtes positionné? Vous attendez combien? Alors pourquoi alors nous avons été en contact avec quelqu'un que je sais vous connaissez, qui s'appelle Thomas Deronne. Il est venu ici pour la première émission. Voilà, et qui a développé un concept de crowdfunding beaucoup plus orienté, lui, vers les entreprises. Alors on a quand même choisi, parce qu'on peut pas être sur 2 plateformes en même temps, on a quand même choisi Ulule en ce qui nous concerne, parce que je pense que Thomas est beaucoup plus dans une optique d'investisseurs, de business angels, et nous souhaitions quand même garder un petit peu d'indépendance. Et donc pourquoi Ulule? Parce que nous pensions aussi, je pense à juste titre, que c'était aussi fréquenté pas mal par nos utilisateurs, mais que ça correspondait plus à notre tissu, parce que l'objectif aussi de cette campagne, au-delà bien sûr d'essayer de lever des fonds, l'objectif de cette campagne c'était également de rayonner, de nous faire connaître au plus grand nombre. Là vous attendez 10 000 €, c'est ça, sur la plateforme Ulule? Voilà, donc l'objet c'est de lever 10 000 €. Alors il faut savoir qu'en plus sur ce type de plateforme, si vous n'atteignez pas votre plafond, vous ne touchez rien, donc la plateforme rembourse les contributeurs. Combien de jours il reste là pour boucler l'opération? Là, il reste 47 jours aujourd'hui. 47 jours, et on est à peu près 10% de... On est à peu près à 10% de levée, donc on a eu un gros... c'est parti très fort au début, et c'est vrai que ça s'appuie beaucoup sur tout ce qui est réseaux sociaux, et j'avoue avoir une vie assez inexistante sur ce type de choses, sur les réseaux sociaux en général. Donc voilà, on a besoin clairement aujourd'hui de continuer à rayonner et de faire rayonner cet appel de fonds, parce que c'est un projet plein de bonnes intentions, et que on est, je pense, des businessmen d'une autre philosophie que la plupart de ceux qui évoluent aujourd'hui. Un projet
plein d'innovations et avec un discours militant. Ça nous plaît à Sun Business. Donc merci d'être venu, Franck Herbert. Pour retrouver toutes les informations sur ce projet, vous allez bien sûr sur la plateforme Ulule où vous trouverez Nomad Stadium, ce projet très précisément pour soutenir évidemment l'entreprise et le projet de Franck Herbert. Pour retrouver cette émission, ça se passe évidemment sur lesonunique.com et sur les réseaux sociaux de la radio. La semaine prochaine, armistice oblige, je vous donne rendez-vous évidemment alors le mardi 18 novembre pour un Sun Business spécial qui vous racontera la belle aventure de la fraiseraie et de la famille Maillard, originaire de Pornic. Excellente journée à tous les auditeurs de Sun Business.